Madame, monsieur, une nouvelle édition du kiosque. L'émission a commencé, monsieur Branchy, l'émission a commencé. Oui, lorsqu'on attendra que ça commence, les blagues fusent. Daniel Compère, ça va bien? Ça va, merci. Bonsoir à tous. Une bonne semaine? Oui, elle aurait pu être meilleure, mais elle aurait pu être pire. Oui, mais c'est comme la vie. Et comme je suis un fataliste, je regarde toujours les bons côtés des choses. Très bien, très bien. Jacques le fataliste. En quelque sorte. Michel Branchy, oui, c'est bien comme ça que vous vous appelez, oui. Oui, tout à fait. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Ça fait très longtemps que je vous ai vu. Ça fait au moins un mois que vous êtes. 15 jours quand même. Eddie, ça va bien? Ça va, on se bat. Monsieur Branchy, chômage en octobre, demandeurs d'emploi en catégorie A, 3,46 millions. En France, ils ont écrit métropolitaine, mais je vais dire hexagonale. À la fin octobre 2014, augmentation de 0,8% par rapport à fin septembre, soit 28 400 demandeurs d'emploi, oui, ce serait des demandeurs d'emploi en plus, sur un an, progrès de 5,5%. Qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres? C'est grave, c'est lourd? Ça veut dire que d'une part, il continue à avoir des destructions d'emplois massives, avec des liquidations d'entreprises dans l'économie française, dans différents secteurs, en particulier dans l'industrie, hein, malgré les efforts notamment le rapport qui a consisté à créer le CICE. Bon, mais cela dit, nous savons que le CICE, s'il peut avoir un effet, ce sera à terme. Traduction, CICE. Crédit d'impôt, compétitivité, emploi. C'est-à-dire permettre aux entreprises d'avoir plus de diminuer les charges, diminuer les impôts, pour qu'elles puissent augmenter leur marge pour investir. Et embaucher. Le fameux théorème de Schmitt, qui n'a jamais été vérifié, selon lequel les profits, les bénéfices d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-demain. Donc revenons donc aux 28 400 demandeurs d'emploi en plus. Alors, le fait est, c'est que je crois que le ministre de l'Emploi lui-même l'a dit le mois dernier, il a dit avec un taux de croissance aussi faible, on ne peut pas créer l'emploi. Donc le problème, ça nous ramène à la relance économique. Je t'arrête là. Ouais. Tu as dit la chose la plus importante. Ouais. La plus importante. Eddie. Ce qu'il faut, c'est analyser les causes. Il y a à la fois de la destruction d'emplois, il y a aussi le fait que la France, depuis 15 ans, est le pays qui fait le plus d'enfants en Europe. Et que ces enfants... De Beaucent. Et que ces enfants arrivent sur le marché du travail, alors que les autres pays ne font pas d'enfants, donc il n'y a pas d'apport de chômeurs sur le marché, de chômeurs supplémentaires, tandis qu'en France, il y a à la fois les gens qui perdent leur emploi et puis des gens qui arrivent sur le marché du travail. Mais les autres pays ont une immigration plus forte. Et ils sont comptabilisés comme demandeurs d'emploi. Non, parce qu'ils sont marginaux. La majorité sont dans l'économie souterraine. D'accord. Donc il ne faut pas oublier ça. Hein. La France a beaucoup d'enfants et ces enfants arrivent sur le marché du travail dans une époque qui est une époque, en termes d'économie, qui est une époque rachitique. Daniel, c'est une chance ou c'est un malheur d'avoir beaucoup d'enfants? Ça peut être une chance, mais justement dans un pays qui n'est pas j'allais dire en récession. Ouais. Disons quasi-récession, c'est un petit peu exagéré. Ça peut être une chance. Généralement, ça fait partie des éléments positifs d'un pays. Oui, on parlait l'autre fois du PIB, on disait qu'il ne faut pas s'arrêter rien qu'au PIB. Tiens, le taux de natalité, le taux de renouvellement, n'est-ce pas, de la population est un aspect positif. Alors pourquoi avoir de la main-d'œuvre, avoir des cerveaux sur lesquels on n'a rien investi, parce qu'ils avaient des formés ailleurs? Pourquoi ça ne serait pas une chance extraordinaire? Pourquoi l'immigration n'est pas considérée comme une chance? L'immigration. Oui, l'immigration pour un pays, ou la France en l'occurrence. D'ailleurs, il y a un rapport qui vient de sortir qui contredit précisément les thèses le pénistes. C'est que l'Europe, de manière générale, mais la France en particulier, si elle veut retrouver un taux de croissance, il lui faut absolument une immigration. Encore plus forte. Encore plus forte. Et si on regarde les choses à l'échelle planétaire, les déplacements de population, c'est une chose qui existe dans l'histoire. Oui. Donc, alors c'est vrai que ça peut... Alors, on peut avoir à un moment donné, suivant la conjoncture économique, la nécessité de réguler l'immigration. Okay. Mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Eddie. Alors il faut quand même relativiser en disant que
si on fait le ratio du nombre de personnes se déplaçant par rapport au nombre à la population globale, c'est très faible. Il n'y a pas des vagues d'immigration de centaines de millions de personnes. Comme on nous fait croire. Quoi. Et puis il n'y a pas de menace de basculement ethnique en Europe. Il faut arrêter. Et surtout, il faut expliciter, et ça de manière très précise et très fine, il n'y a immigration, sauf en cas de guerre, sauf en cas de conflit armé, il n'y a d'immigration que d'immigration provoquée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent à des passeurs, allez me chercher des immigrants parce que j'ai besoin de main-d'œuvre. Et pourquoi on n'en parle pas en France? Tout simplement parce que les gens qui ne trouvent pas de travail, ce sont majoritairement des Français et non pas des immigrés. Vous n'allez jamais voir des immigrés défiler pour trouver du travail. Ils défilent pour trouver des logements. Mais ils ont du travail. Tout simplement parce que, ils sont dans l'économie souterraine. Ou rester dans le pays. Ou rester dans le pays. Oui, rester, bien sûr. Oui, rester pour ne pas subir les reconduites à la frontière. Donc, ils ont du travail, tout simplement parce qu'ils sont dans l'économie souterraine sans laquelle la France ne pourrait pas vivre, ni l'Italie, ni l'Allemagne. L'économie souterraine est fondamentale pour la paix sociale. Comme en Martinique, on a déjà traité. Mais surtout, sortons de l'économie souterraine, allons dans l'économie légale. Sur un certain nombre d'activités économiques, s'il n'y a pas de main-d'œuvre immigrée, il n'y a pas d'activité économique. J'en cite deux. Le BTP, et deux, le service de nettoyage. C'est évident. C'est ce qu'on voit le plus. Ok, oui. Non, dernier point là-dessus, vas-y. Pour abonder dans le sens, je pense à un pays comme le Canada. Ah ben oui. Qui sans arrêt fait appel à l'immigration. Ils ont un peu molli. Oui, non, d'accord, parce que ce qu'on appelle l'immigration choisie. Maintenant, elle est sélectionnée. En fonction des besoins du marché du travail. Voilà. Mais si on va faire une rapide revue de presse, que je tiens à faire, mais sans trop polémiquer. Je vais demander à Michel Banchy d'être technique et pas polémiste ou politique. Non, pourquoi technique? Parce que l'aspect technique est beaucoup plus intéressant dans le cadre de cette émission. Ok. Alors donc, après le temps des illusions, retour aux dures réalités, c'est la une de justice. La une de justice, si on peut la voir, si on l'a scannée. Hommage à Gracian et Zop d'Aquitaine, deux grands hommes du Parti communiste. France, pauvreté et inégalité, aggravée par la crise et la rapacité du patronat. Et c'est marrant parce qu'une faute de phrase, ça a écrit la capacité du patronat. J'ai un logiciel très sélectif dans la pensée. Ensuite, presse et actualité. En Martinique, quel choix. Alors, Michel explique qu'il a eu des documents entre les mains. Il a eu donc des rapports relatifs à la situation de la CACEM, la situation de la région. Il a demandé, puisque la CACEM est liée, donc c'est pas aux militants que je veux parler, c'est à l'analyste économique. Et de la ville de Fort-de-France, c'est que contrairement au discours ambiant, prometteur, et ce qu'on appelle dans le jargon de sciences politiques le mensonge politique, que les choses vont excessivement mal et qu'il faut maintenant arrêter ce déni de réalité. Donc je vous recommande cet éditorial en enlevant la partie polémiste qui encombre un petit peu la pensée, mais c'est un véritable réquisitoire c'est du bon boulot, sauf cet aspect politicien, mais il le faut, puisque c'est dans un journal politique. Attention, mais je ne te dis pas d'aller faire des analyses seulement économiques. Non, parce que l'argumentation, elle est très bien faite. Alors, je voudrais dire un mot, c'est que les collectivités, depuis la décentralisation, et c'est un élément important sur la démocratie, avant de présenter leur budget, doivent présenter une analyse, doivent cadrer leur budget dans leur contexte économique. Bon. Et doivent présenter des orientations et les voter. Ce qui veut dire qu'une collectivité doit établir des priorités. C'est ça qui est important. Ce qui est nouveau pour cette année 2015, c'est que après plusieurs années de croissance faible et même de croissance négative, il y a un certain nombre de phénomènes de ciseaux. En particulier, certains impôts qui sont liés avec l'activité économique, je prends l'exemple de l'octroi de mer, sont en train de diminuer. Oui. Donc ce sont des ressources qui diminuent. La consommation des ménages diminue. La consommation des ménages diminue. Donc l'investissement aussi privé diminue. Donc l'économie achète moins d'intrants.
de ressources, et ça aussi, parce que j'ai eu un débat avec quelqu'un, il me dit, mais ça ne concerne que l'octroi de mer ne concerne que la consommation. Non. Quand on importe moins de véhicules utilitaires, par exemple, ou de tracteurs, il y a moins d'activité, il y a moins de réparation, il y a moins d'activité. Donc, et puis troisième élément, et ça c'est un impacté par ceux qui veulent l'ignorer, ne pas l'ignorer, est impacté quand même par ce qui se passe en Europe et en France. C'est-à-dire que la politique de rigueur qui n'avait peut-être pas tout à fait encore, enfin pour lesquelles les gens n'avaient pas encore pris conscience, ça se traduit très clairement par il y a une baisse globale en 2015 des dotations budgétaires aux collectivités de 36,7 millions, mais il y avait déjà en 2014 18 millions. 18 milliards. Milliards. Bon, donc ce qui veut dire qu'il y a à la fois l'effet de ces phénomènes, et puis en plus, on parlait de population, nous commençons de plus en plus à sentir les effets de la diminution de la population. Géographique. Donc, ça veut dire que les collectivités, mais ça c'est un point devront faire des choix. Devront faire des choix. Entre le social et l'économique. Alors, sur le social et l'économique, alors, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a une thèse de quelqu'un qui est connu qui dit on fait trop de social. Et par conséquent, comme la Martinique doit muter économiquement, il faut surtout utiliser l'argent pour accélérer la mutation. Des investissements structurants, etc. Ouais. Et deuxième thèse, c'est que il faut faire du social. Alors, il faut aussi modérer les dépenses, enfin il faut aussi maîtriser les coûts et les dépenses. Voilà. Alors moi je crois que la question c'est que en fait, ça c'est mon point de vue, là c'est mon point de vue. Faut faire les deux. On ne peut pas séparer le social et l'économique, parce que si, je prends un exemple simple, si nous continuons à voir s'accroître la pauvreté à la Martinique, ça va être la révolution. Bon, voilà. Daniel, ta position, pondération mitigée. Non mais l'éditorial de Michel Assouven, c'est sous ce problème précis, pondérer social, économique, créer de l'emploi plutôt que de donner des outils, une canne à pêche plutôt que de donner le poisson. En fait, tu connais l'image. Oui, on connaît l'image. L'ennui, c'est qu'il faut faire les deux, comme il l'a dit. Mais il y a encore moins d'argent qu'avant. À un moment, il y en avait, on l'a pas fait. Il faut être tourné vers la canne à pêche plutôt que la pêche déjà faite. Mais la pêche déjà faite, il faut qu'elle serve à alimenter ceux qui en ont le plus besoin. Effectivement, Michel a raison de mettre l'accent sur l'accroissement de la pauvreté dans ce pays. Bon, ben, je vous ai mis d'accord, PPM et PC. Non, Eddy. Moi, je crois qu'il faut quand même rappeler que la redistribution sociale sert l'économie. Il faut le dire, parce que les gens perdent ça de vue. Ils disent, ah ouais, c'est soit l'économique, soit le social. Désolé. Pourquoi il faut faire les deux? Non seulement pour éviter la guerre, parce que c'est ça la réalité. Ici, les gens qui dessert l'économie, qui détruit l'économie. Parce que la différence, les émeutes, les vitrines pétées. Pourquoi les gens puissent toucher du doigt le truc? À Kingston, en Jamaïque, on ne peut pas faire d'anniversaire sans avoir deux gardes avec des kalachnikovs. Alors si vous voulez qu'à Corridon ou à Didier ou à Bellevue, vous ne puissiez plus faire vos anniversaires. Tu parles, mais à Capes aussi, à Béquet, oui, ceux-là, ils savent. Ouais. Ils savent que c'est... Ça va venir un jour. Ceux-là, ils ne nous écoutent pas. Ouais. Ceux-là, ils ne nous écoutent pas. Je parle aux gens qui nous écoutent. Ouais. Ces gens-là... il faut qu'ils sachent que c'est ça la différence, c'est que à 800 km, à 1000 km de chez nous, il y a des gens des gens modestes qui ne peuvent pas fêter leur anniversaire sans payer des gens pour garder leur maison. Allez voir les riches, je parle de gens modestes. Donc c'est ça la réalité. Donc il vaut mieux faire du social pour éviter la guerre. Mais il faut surtout faire du social pour que l'économie puisse tourner. Ah oui, d'accord. non, on continue la revue de presse de justice. Premières élections générales de la fonction publique. C'est intéressant parce que c'est un scrutin qui se déroule sur des accords signés depuis 2008, l'accord de Bercy, par 6 organisations syndicales, dont la CGT. Et donc c'est
c'est une loi qui a modifié profondément le dialogue social. On va en parler après dans le privé. Donc, vous en parlez, une élection pour renouveler les représentants des personnels et des instances au sein des instances consultatives. OK? Donc, c'est important. Donc, vous avez signalé. Ouais. Moi, je voudrais qu'on s'arrête un petit peu. Je le fais à chaque fois sur l'hôpital de Trinité, où la grève continue. Antilla aussi, dans son éditorial, parle de ce sujet. Bon, voilà un petit peu comment je vais solennaliser la chose. On est département français. Bon, on a accepté de faire des concessions à une certaine conception pour certains de la dignité, de la responsabilité, de l'autonomie. On a accepté un drapeau, on a accepté une souveraineté qu'on estime parfois insatisfaisante, mais enfin bon, c'est pas, il y a pire que ça, parce qu'on avait effectivement certains avantages, dont notamment un système social, un système de santé, une espérance de vie. Une espérance de vie. Donc on était, non, je suis sérieux. Donc c'était une chose qui fonctionnait bien. Puis maintenant voilà que même ceux qui faisaient, si vous voulez, la compensation de nos espérances chimériques de jeunes, de nos nationalismes, de nos indépendantismes, etc. Voilà, que même ça se déglingue et qu'en face, ils n'ont même pas l'air de nous écouter. Et si mon machine veut se rallumer, je vais vous parler de l'hôpital de Trinité, où on met suivant de l'article, puis aussi de l'article d'Antilla, dans Ipier. La carte d'identité, alors l'objet de discorde, la pomme de la discorde syndicale, c'est la carte d'identité médicale. Qu'est-ce que c'est que la carte d'identité médicale? Expliquez-moi. Bon, on continue. Tu vas m'expliquer après. Je vais demander au gars de la CGT. L'offre de soins, en tout cas, le reste, j'ai bien compris. L'offre de soins des différents sites et la complémentarité entre les sites, on n'arrive pas à mettre ça au point. La carte d'identité médicale, ça doit vouloir dire les spécialités qui sont attribuées à l'hôpital précisément. Dans l'ensemble. Et puis alors je vous fais cet inventaire, j'allais dire à la Prévert, mais Prévert, c'est quelque chose de romantique. Voilà, c'est ce qu'ils disent, les gens de l'hôpital. Ils disent, on n'a pas de tensiomètre. Voilà. On n'a pas de thermomètre, on n'a pas de pouce-seringue, on n'a pas de l'encre pour les imprimantes, il faut imprimer des choses pour envoyer à la Sécu se faire rembourser. Il manque des brancards, il manque des toises pour mesurer les bébés, ça veut dire que ça dure longtemps une toise. Donc si c'est que vraiment été là depuis le siècle passé, depuis ou bien un volaille, il n'y a pas de petit matériel de bureau, c'est-à-dire trombone, agrafeuse, etc. Les bureaux sont pas l'hôpital, les bâtiments sont pas sécurisés. Dieu seul sait si la situation dans laquelle nous sommes, le consumérisme, et ça vaut pour tous les pays du monde. Je ne vais pas fustiger le système dans lequel nous sommes particulièrement pour ça. Il n'y a pas de sécurisation. Les malades sont là et puis ils sont angoissés, ils sont inquiets, ils ont peur. Et il n'y a pas non plus d'effectifs pour la qualité des soins. Et messieurs, si je suis le premier à m'arrêter devant chaque groupe d'employés municipaux qui sont appuyés sur leur pelle, ils me disent alors, le travail à les taquiner, ils rigolent d'ailleurs, mais autant je n'ai jamais pu persifler à l'égard du personnel médical, quel que soit l'hôpital, tellement ces gens travaillent. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce qu'ils ne sont pas debout sur leur pelle. Ils ne sont pas debout sur leur pelle, ils sont au travail. Une observation, une simple observation. Ce qui se passe dans l'hôpital, et à la fois, c'est une évolution qui date d'au moins une vingtaine d'années, où on a instauré des systèmes de management en oubliant que la santé, ce n'est pas simplement une entreprise. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une crise spécifique, semble-t-il, dans le système hospitalier martiniquais. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte pendant longtemps le fait qu'il y avait des surcoûts. Lié à l'éloignement, etc. Ouais. Donc, c'est l'addition de ces phénomènes. Bon, peut-être aussi quelques erreurs de gestion, quelques recrutements. Enfin, comme dirait Eddy, c'est plusieurs centaines. En tout cas, le fait est, c'est que. Oui, mais l'ensemble du corps social a été maintenu par ces emplois, enfin, Eddy. Pour le moment, ce sont ces personnels qui subissent quand même ces effets-là et les patients. Et c'est une situation, et là, c'est là que je vais donner un petit coup de griffe. Ça se passe dans le 73, alors qu'on nous avait promis ça pour le 74. Oui, mais ça ne compte pas. Ça se passe déjà. Non, mais cette partie-là, ça va être coupé à la retransmission de l'émission. Vas-y. Vas-y, Eddy. Bon, c'est un peu technique, mais il faut en parler. Il y a eu des efforts extrêmement durs qui ont été faits, qui ont été consentis par le personnel sur la réduction justement du volume de la masse salariale. Oui. Mais ce qui a été obtenu d'une main a été repris de l'autre par... Le nombre de personnels. Non, par l'augmentation du coût des personnels restants et notamment des personnels médicaux. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que les types
il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin spécialiste. Or, ils vont recruter des médecins qui disent, si vous voulez qu'on vienne travailler là, il va falloir nous payer. Et moi, j'ai des données qui indiquent que certains médecins spécialistes se font rémunérer à hauteur de 1 500 € par jour. Ils font du boulot, ils bossent comme des malades, mais la baisse des charges obtenues par le départ de 300 ou 400 personnes, parce qu'il y avait un trop-plein, on avait dit, de plus de milliers de personnes. Ce travail est en train d'être fait, mais le coût global médical est en train d'exploser tout simplement parce qu'il n'y a pas de médecin. En clair, ce sont des espèces, c'est pas péjoratif, hein, de mercenaires qui viennent parce qu'il faut faire le boulot et notre santé en dépend, mais les types, on en a besoin. Et ils sont à des coûts. Mais est-ce que c'est pas la situation de tous les hôpitaux français où il manque de médecins? Le problème, qui est appliqué. Le problème, c'est qu'ici, nous cumulons. Vous avez signalé, identifié 2 problématiques. Je rajoute ça là. Ok. On continue. Et moi, je rajoute quelque chose de très simple. Oui, on rajoute. C'est que les hôpitaux, je parle de la structure, les bâtiments et puis la structure interne. Les hôpitaux, comme le reste, vieillissent. Oui. Ils vieillissent. Oui. Il y a, comment je pourrais dire ça, un taux d'amortissement normal. Oui. Un taux d'obsolescence ultra rapide. Là. Voilà, qui a tendance à s'accélérer. Bon, et tout ça arrive en même temps. Ce qui fait que notre système hospitalier que nous avions tendance à vanter nous-mêmes, hein, nous sommes les meilleurs de la Caraïbe, pour ne pas dire de monde plus large, est en train de montrer ses limites. Mais parlons, parce qu'on passe ça. Oui, très rapidement, parce qu'on est passé très vite sur les syndicats, la représentation des syndicats qui des élections. Alors je voudrais quand même vous donner des chiffres qui sont extrêmement rares, même Michel ne les publie pas. Je vais vous donner le taux de représentativité des syndicats. Très rapidement, au total, le premier syndicat est très largement devant tout le monde, c'est la CGTM. 35,34% de l'ensemble des voix recueillies. Ensuite, au prix du mal. Voilà, au prix de mal. Ça, c'est au prix de mal. Ok. CGT-FO, 13,81%. Donc, on fait à la fois le privé et la fonction publique. Hein. Ouais. Et puis, derrière, on trouve l'UNSA à 8,25. Ok. Donc, c'est parce qu'il y a des syndicats qui disent ouais mais moi je suis plus gros que les autres. Bon voilà les chiffres. Hein. Ceux-là ne sont pas publiés et je préfère vous les donner. Pas ça me les envoyer. Tu n'as pas comme la CSTM. Mais la CSTM, c'est au total, sur l'ensemble des 2 représentations, c'est 3%. Hein. Ouais, c'est ça. Ça peut expliquer d'ailleurs, quelquefois, les stratégies qui certaines sont... stratégies. Monsieur, la presse Martinique, quel choix? C'est un article, je crois, de notre illustre Michel, c'était toi, dans Justice. La presse Martinique, quel choix dans Justice? C'est toi qui avais ça? Alors, il analyse les unes de France Antilles en disant que ce journal-là, effectivement, est très pessimiste. Il évoque des choses qui sont vraies, certainement, mais qui sont l'aspect sombre et glauque de la société martiniquaise, l'accident et tout ça. Les assassinats. Ouais, il évoque une autre presse qui est beaucoup plus optimiste, c'est la presse politique où tout va bien, où la Martinique avance pour que c'est la tienne. Et puis il parle de la sienne et il nous dit... Je n'ai pas eu un sillage. Il nous dit, non mais tu n'as pas osé parce que... Fais attention. Hein. Il nous dit, Justice essaie d'éduquer et d'informer ses lecteurs d'un point de vue national et de classe pour voir et aller devant. Très grande modestie, très grande modestie. Il avance aussi. Non, c'est sans commentaire, c'est sujet-là. Et puis ensuite, on parle du colloque Coller tête, coller les épaules. Qui dit vraiment 2 mots sur cette association, regroupement d'hommes, coller tête, coller les épaules. Mais vraiment 2 mots. On va pas différents. Ouais. Alors, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est un des rares lieux ou aboutissements de cette volonté presque, j'allais dire... incantatoire. À la fois incantatoire et puis subliminale, hein, et puis qui touche au miracle ou au mirage, de mettre ensemble des gens qui ont des opinions différentes, qui ont des parcours différents, des positions de classe différentes, et qui disent vouloir réfléchir à des problématiques et trouver donc des solutions pour le développement général de la Martinique, pas uniquement économique. Donc il y a des gens... je vais vous citer 2 noms, comme ça vous comprenez. Il y a des gens comme Maurice Laouché et des gens comme Robert Saïd. Voilà, donc on est aux 2 extrêmes et c'est des gens qui se parlent calmement, qui se critiquent
qui se congratulent de temps en temps, qui se félicitent et qui avancent dans la réflexion, et c'est une excellente nouvelle. Il y a même des gens de contact entreprise dedans. Oui. Daniel, où ça peut mener, où ça peut aller? Est-ce qu'il faut que ça aille en quelque part déjà? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que le simple fait de se réunir comme ça n'est pas déjà en soi une gageure? Oui, mais gageure. Oui, mais bon, le fait de se réunir, en Martinique, je serais tenté de dire qu'on a la réunionite. Il y a plein... 7000 associations. Mais j'allais dire... 7000 associations. Combien de réunions par Cette semaine, par exemple. Ouais. Cette semaine. Il y a eu le colloque du comité économique et social régional. Bon, il y a le colloque de CRPLC, Centre de recherche des pouvoirs locaux, l'université, les juristes, les politologues. Il y a le club presse. Il y a le club presse ce soir. Il y a autre chose encore. Il y en a environ entre 6 et 8 par jour, du lundi au vendredi. Ouais. Ce qui fait une quarantaine de colloques par semaine, pendant toute l'année. Mais pendant ce temps-là, les gens qui sont des fonctionnaires ou des gens du secteur privé, ils ne travaillent pas. Mais non, ça fait en dehors des heures. En dehors des heures. Les colloques, je vois les gens là, triomphe assis là, somnolents, un petit peu l'air vague, photographiés et contents parce qu'ils justifient de leur absence. Non, mais c'est méchant. C'est méchant. Bon. Non, l'intérêt, c'est de se parler, on parle de dialogue social, etc. C'est très bien. Maintenant, moi, je suis de plus en plus persuadé, comment le dire sans avoir l'air péremptoire, que tout ce qui a déjà été dit est bien, il n'y a pratiquement plus rien à dire, il n'y a qu'à, mais c'est plus difficile, le mettre en action en trouvant des solutions. Ouais. Disons en cherchant des solutions. Parce que je crois que la réflexion, elle n'est jamais épuisée, c'est évident, mais on a déjà dit tant et tant, on a déjà écrit tant de rapports qui sont dans des tiroirs, qu'il faudrait peut-être ressortir tout ça pour essayer d'avancer. C'est évident. Non, je dirais que il y a, à mon avis, deux choses qui nécessitent de débattre. C'est d'abord que la Martinique, quand même, est en ce moment, dans une phase historique, confrontée à une situation extrêmement difficile. Je cite uniquement, par exemple, le problème du vieillissement accéléré et de la baisse de la population. Mais je pense que ce sont les colloques et les réunions qui vont... Daniel t'a dit qu'on a déjà fait le diagnostic de tout ça. Ça a déjà été dit, mais ce n'est pas partagé. L'intérêt de ce type de réunion, même si ce sont des choses qui peuvent nous paraître à nous évidentes. Bon, moi j'ai tenu une réunion la semaine dernière face à des étudiants canadiens, martiniquais, guadeloupéens et guyanais. Bon, quand j'ai évoqué la question du vieillissement accéléré de la Martinique par rapport aux autres DOM, même les Martiniquais ont eu l'air de le découvrir. Donc par conséquent, même des choses qui nous paraissent évidentes ne sont pas partagées. Ce qui veut dire que les gens étaient profondément choqués. Malgré tous ces bulletins de l'IEDOM, malgré toutes ces émissions que nous faisons, malgré les articles même de France Antilles, journal de popularisation. J'ai été catastrophé parce qu'il s'agit de gens qui avaient au moins Bac plus 3, BTS ou licence, et la réaction, ça a été d'abord un certain effroi. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, donc ça veut dire que ces réunions peuvent provoquer une repolitisation, mais en profondeur, en prenant à bras le corps les vrais problèmes. Ok. Donc tu as répondu. Je voudrais simplement dire, imaginons un monde sans réunion et sans colloque. Oui, sans dialogue et sans échange. Non, mais il ne faut pas être excessif, c'est pas ce que je voulais dire. Juste pour... Alors, messieurs, voilà, le progressiste, puisque tu ne m'as pas porté justice, tu ne viens pas, tu oublies, tu as les échos, il a les échos avec lui, il a les échos, mais il n'a pas justice avec lui. Alors, j'ai toujours lu la presse de l'adversaire. Comment fonctionnera la collectivité unique? Je reviendrai, ça c'est la une, ça en agriculture, une deuxième édition d'ordre tenu, faut-il je fais la publicité. Alors, ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est le petit papier sur l'historique d'une loi martiniquaise sur le transport, je vais en parler. Mais avant, je voudrais vous dire qu'en page 2 ou 3, il y a un tableau
pour expliquer comment fonctionnera la CTM, achetez le progressiste de cette semaine pendant que vous achèterez l'Antilla et Justice. Il faut conserver ce genre de page. Il faut le conserver. On en aura besoin. Parce que c'est un tableau qui donne tout. Ça vous explique les organes de fonctionnement. À gauche, une colonne, l'Assemblée de Martinique, le Conseil exécutif, puis à droite, le Césaire, et puis en dessous, Pas Césaire. CESR. Non, on parle du le Conseil économique et social, où chaque fois Et puis donc, ce sont des petits pavés en face des pavés des mentions qui expliquent comment ils sont élus, comment ils fonctionnent, comment ils marchent. Bon, on ne pourra pas le voir à l'écran, mais voyez-vous, ça donne ça. On n'a jamais parlé de ça assez. Ça donne ça. Et non, mais avec ça, même à ceux qui sont initiés, quand tu vois par exemple que le président est élu, le président de l'Assemblée martinique, on sait qu'il y a une assemblée et puis il y a un conseil exécutif. Il y a deux présidents. Bon, oui, voilà. Il y a une assemblée, mais que le président de l'Assemblée sera élu au scrutin uninominal à 3 tours, c'est tout paf. Et tu vois en face qui est le président de l'Assemblée, c'est clair, parce que c'est visuel. En face, tu as le conseil exécutif avec 9 membres, et le président, il est élu au scrutin de liste à 3 tours. Tu réfléchis, sous pas ça, vous allez chercher qui c'est un scrutin de liste à 3 tours et tu réfléchis. Et ceci en une seule page, et tu n'as pas des tonnes de papier pour quelque chose qui va être d'actualité, et surtout pour vos enfants qui auront ça en instruction civique. Absolument. Et qui nécessairement devront l'apprendre et qui ça sera beaucoup plus facile. Bravo, le progressiste. On a toute l'année 2015, vous pouvez bien expliquer ça. Alors, les 17 autorités gérant le transport en Martinique céderont la place à mi-juillet à une seule autorité d'organisation. Mi-juillet 2016. 2016, pas 15, 2015. D'organisation du transport unique, donc on a une année pour préparer tout ça. Comme c'est toi qui as fait le petit papier, je te laisse la parole. Parle de ça, c'est important. Bon, c'est une affaire qui dure déjà depuis la présidence d'Émile Capgras. Ah oui, c'est ça, n'est-ce pas? C'est un bébé qui a pris du temps, une gestation longue. Et donc, en face, au Conseil général, disons qu'il y a longtemps qu'on essaie de réduire ce millefeuille administrativo-technico sur le transport en Martinique. Quand on parle du transport... Qui a été hérité de la LOTI. Alors, oui, j'allais y venir. À l'origine. En 1982. Garde Michel, laisse-le exposer. J'allais y venir à la LOTI, j'en parle justement. Laisse-le exposer, oui. Et de ce millefeuille, donc technico-administratif... C'est un enchevêtrement d'autorités et de machines. Quand on parle de transport, il s'agit du transport terrestre et du transport maritime. Et justement, l'un des aboutissements, espère-t-on, de cette future AOT, Autorité organisatrice du transport, autorité, entre parenthèses, unique, là encore, d'organisation du transport, ce sera de mettre en place à la fois le transport terrestre et le transport maritime. À l'heure actuelle, ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il y a une période de transition d'1 an et demi, c'est que plusieurs, on a dit 17 entités s'occupent de transport, dont les communautés de communes ou d'agglomération, qui ont la compétence transport. Absolument. Donc il faut mettre tout ce monde-là d'accord. Autour d'une table, voir les besoins, et faire le maillage. Les réductions et les priorités possibles, le reclassement du personnel, bon, et les priorités. Voilà pourquoi. Jusqu'à présent, l'organisation du transport dépendait, comme l'a dit Michel, de la LOTI, la loi d'orientation des transports intérieurs, qui est une loi française, sur laquelle on n'a aucune... À laquelle Aimé Césaire a ajouté in extremis que des dispositions particulières seraient prises pour les adapter 74. pour les adapter au département de commerce. Ce qui n'aurait pu être fait. Le chef de cabinet du ministre communiste des Transports, Charles Fitterman, est venu ici à Martinique. Il a fait un rapport remarquable en disant qu'on ne pouvait pas appliquer la législation française telle qu'elle à la situation martiniquaise. C'était un communiste corse, d'ailleurs. Je vous livre ça. Il a bien compris cela. Et son rapport a été oublié. Avancez le sujet. Bon, alors, reste quand même la question du financement, parce que tu dis que la vente de tickets de transport, même si elle passe de 2 millions à 10 millions, ne suffira pas, pas plus que le versement transport, et tu n'auras pas assez de sous pour faire ça. Alors, c'est l'une des questions à régler, justement. Alors, donc, quand on parle d'argent, on va dire... Elle peut être réglée très facilement, puisque une partie probablement très importante des taxes sur le carburant vont être transférées à cette autorité. Mais le problème sera réglé, à mon avis, en grande partie, parce que les sommes considérables récupérées de cette fameuse taxe
sur le gazoil et sur le super, en fait sur le carburant, ne sont plus utilisées pour ce qu'elles devaient financer, c'est-à-dire les routes. Bon, et il y a une partie qui est de plus en plus utilisée ailleurs. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce vote préfigure ce que sera la gouvernance de la future collectivité. Et il y a de très fortes chances que cette collectivité, tout en haut, il y ait une espèce d'administration générale et que, sur un plan opérationnel, chaque domaine soit confié à une agence. Oui. Et bien voilà, le domaine du transport en commun, on va dire ça comme ça, du transport, vient de voir naître sa future agence. La question que je me pose, c'est que le débat est venu au sein de la CACEM et on se pose la question, est-ce que l'habilitation transport permettait d'intervenir en matière fiscale? Autrement dit, est-ce qu'on peut désaffecter un budget, une partie du financement, changer le mode de répartition actuel? Parce que, or, il me semble que jusqu'à maintenant, non, c'est pas possible. Jusqu'à maintenant, dans le cadre de la décentralisation, l'autonomie de gestion, tu ne peux pas changer le mode de répartition des taxes, aussi bien le FIRT que le droit de mer. Non, mais tu es 1973, donc la réponse, tu la connais. Messieurs. Non, mais il faut quand même ouvrir la porte, parce qu'il vient de mettre un obstacle, et un obstacle réglementaire. Entre aujourd'hui. Voilà. Attends, laisse. Donc, entre aujourd'hui et juillet 2016, je prends le pari qu'un certain nombre de députés et sénateurs vont faire évoluer certains verrous spécifiques. Messieurs, suite aux propos tenus sur les médias par Mme Brunette Belfand, en tant que paroissienne de l'église de Terre-Saint-Ville, à l'encontre de l'évêque de la Martinique, M. Michel Méranville, concernant l'accès de la paroisse, le maire de Fort-de-France condamne fermement les propos de la conseillère municipale et se désolidarise totalement des incriminations et de la méthode engagée. Je trouve ça superbe, c'est Clochemer, je trouve ça très marrant, très agréable. C'est la deuxième fois. La semaine précédente, le Tunier avait condamné Jean-Baptiste. Jean-Michel Jean-Baptiste. C'est pas la même chose. Le PPM a du mal à retenir ses ouailles. Ouais. Le maire règle les problèmes de la paroisse. Dieu reconnaîtra les siens. C'est certainement. Alors là, venant d'un communiste, je suis très fier de toi. Tu progresses étonnamment dans la foi. C'est bien, mon enfant. Alors, il faut que je vous précise le débat, c'est que la paroisse, l'église de Terre-Saint-Ville a des problèmes de sécurité. Et que objectif. Oui, c'est évident. Ah non, mais ne le crois pas. Non, personne ne conteste cela. Et que donc la commission municipale de sécurité en a décidé la fermeture, mais que les paroissiens disent, bon, enfin écoutez, vous souvenez-vous que nous étions les fers de lance de la contestation de Monseigneur Méranville, qu'on a défilé entre les Terre-Saint-Ville et puis souvenez-vous que Monseigneur Méranville, c'est quelqu'un qui a des rancœurs et qui a des rancœurs, et donc il laisse ça fermer exprès pour nous étouffer. Moi, on peut dire à un Belfond avec le maire et en tant que chrétien, je crois pas à un Belfond, je pense vraiment pas, à ce niveau-là. J'ai d'abord vu la manifestation des gens tout en blanc devant l'église Saint-Antoine des Terre-Saint-Ville, et j'ai vu que Brunette, que je connais très bien, qui est une personne de qualité, c'est elle qui tenait le porte-voix, etc. Mon premier il m'a dit qui ça m'a dit qu'à faire de ça. Ouais. Parce qu'on dit que c'est l'affaire de l'église, mais c'est aussi l'affaire de la municipalité. Ouais. L'entretien des églises. Ouais. Regardez combien la cathédrale coûte régulièrement pour les travaux de réfection. Et pourtant, nous sommes dans une république laïque. Ah non, mais ça, c'est une loi. Depuis 1905, la séparation de l'église de l'État, tous les bâtiments. Mélenchon aurait hurlé. Laissez-moi expliquer. Depuis la loi sur la séparation de l'église de l'État, 1905, les bâtiments qui étaient déjà construits relèvent de l'administration, de la gestion, de l'entretien, alors que les bâtiments nouveaux... Donc, vous ne pouvez pas passer la pilule. Mais c'était une loi, donc on ne va pas se battre contre les lois qui existent. Bon, donc le maire est tout à fait dans son droit,
contrairement à ceux qui disent que l'Église fait affaire. Non, il a l'obligation. Il a l'obligation. Il a surtout la responsabilité. La responsabilité, voilà. Si l'Église, allons dire très clairement les choses aux gens, si l'Église a tombé à laisser mon nom, c'est le maire qui va en col. Avant l'évêque. Messieurs, un titre... Messieurs, un titre, on va swinguer, un titre qui est bon, qui est juste. Généralement, c'est toujours des titres nazes, parce que c'est des titres publicitaires, etc. Mais celui-là, il est bon. Un salon de l'agriculture, une deuxième édition de haute tenue, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Généralement, vous mettez une couche, vous dites conseil municipal terrible, mais en tout cas, mettez quoi. Vous faites de l'autopub, mais là, c'est vrai. C'est vrai, ça a été un succès. Non, mais les gens vous regardent et vous apprécient. Ça a été, ce salon de l'agriculture a été bien organisé, bien fait. Ça a été un succès. Il faut le reconnaître. Vous reposez le problème de la chlordécone. Moi, j'ai gardé l'habitude de dire le chlordécone. Personnellement, je dis à l'occasion d'un rapport de la Cour des comptes, je vous incite à le lire. Et ensuite, un article de Jeannie Darcière qui est illustré par la photo de l'Africain le plus riche. Mais c'est pas de ça que ça parle. Et puis, ça parle des riches et des pauvres et des riches qui deviennent de plus en plus riches. Ouais. Il y a un petit tableau sur le riche qui gagnait 345 fois le SMIC et maintenant on est passé à 500 quelques fois là. Je ne me rappelle plus de ça. Il ne faut pas l'envier quand même. Et puis, je sais pas, alors moi il m'avait été dit, alors il y a une caricature sur A0. Moi, il m'avait été dit, attention, ça va démarrer, les scuds, qu'A0 était le sous-marin de votre sous-marin. Vous semez oui, pour semer la zizanie. Alors, je suis bien ce que je te dis là. Semer la zizanie au sein de la droite, puisque c'est lui que Fred Michel Thiraud subodore pour venir avec les élus de droite communiste. Il avait été également le sous-marin au mime pour bousiller, faire l'idole, faire sonner les sirènes du jeunisme. Et que ça ne pourrait servir que... Alors, est-ce que cette caricature intitulée Le Comte A0, où il ressemble plus au gars de Saint-Pierre, comme il s'appelle le président Martin? Non, il ressemble plus sur la caricature au président Martin. Il ressemble plus à autre chose. Dans la bulle. Il dit, Fortieux savent qui en A0 d'ouvent, en A0 d'hier, pas qu'à bail, même contre là. Est-ce que c'est pas pour un peu camoufler le dédouané, lui permet de faire son travail de sape toujours un peu partout? Mais c'est toi qui vous aidez ce travail de sape. Non, mais je vous taquine. Non, et puis les gens sont méchants en politique. Ça va être vrai. A0 est très courtisé en ce moment. Oui. Il le sait, il en joue et il va se positionner. Voilà. Monsieur Antilla parle de... Vous avez vu la lettre d'Alain Cadoré assez touchante où il exprime ses gros problèmes avec le secteur de la santé, etc. Henri Pied se pose la question de savoir pourquoi personne ne lui répond. Pourquoi personne ne lui répond? Pourquoi on a vaguement dit qu'on a transmis la lettre à qui de droit et qu'on a interrogé les autorités, que les gens sont toujours prêts ici à se répondre, à se fustiger, à se flageller réciproquement. Et pourquoi on ne répond pas? Il pose cette question. Je fais un regard sur la responsabilité et l'INSEE, les chiffres de septembre. On va suivre les chiffres un petit peu, vous savez qu'on aime ça tous là. Oui. Hein? Les chiffres de quoi? Les chiffres de septembre 2014. On ne les a pas encore commentés. Ils sont gentils. Alors, ils vont dans des chiffres de tout généraux, immatriculation. Alors, les chiffres vont dans des sens différents. Par exemple, sont en baisse et de mauvaise signification. Les immatriculations de véhicules, moins 5,2% en septembre, ce qui fait moins 1,7% en un an. Le trafic aéroportuaire, moins 2% en septembre, mais tout de même plus 1,3% sur un an. Sont en baisse et de bonne signification les demandeurs d'emploi, moins 0,9% en septembre. Ça, on en avait parlé, mais ça ne veut rien dire. Les allocataires de Pôle emploi, moins 5,9% en septembre. Aussi, on avait déjà analysé, mais en fait, c'est la législation. La façon de computer ou d'indemniser. Les personnes physiques en interdiction bancaire. Il faut quand même rappeler, ce qui est important, c'est que demandeur d'emploi sur 2 n'est pas indemnisé. Oui. C'est surtout ça. Oui. Les personnes physiques en interdiction bancaire, moins 7,9% sur un an. Réflexion.
moins d'interdiction. Il y a moins Je qui donne de prêts de l'argent et des comptes, des chéquiers. Donc, il ne peut pas être l'explication. Ce qui est surtout important maintenant, c'est de voir le nombre de cartes bancaires qui sont récupérées. Donc, si on veut avoir une idée de la situation, ce qu'on appelle la vulnérabilité financière des ménages, ce n'est plus le problème des chéquiers. C'est plus le chéquier. C'est la carte. C'est la carte. Alors, sont en hausse dans le bon sens le nombre de croisiéristes, plus 87,6%. Ah oui, moins les ventes de ciment. Ça aussi, la vente de ciment, je voulais en parler tout à l'heure, c'est un indicateur. Non, autant pour moi, c'est pas un moins, c'est un trait qui sépare les choses. Les ventes de ciment plus 7,2%. Alors, les ventes de ciment ont... Ça veut dire que le bâtiment va mieux. Alors, les ventes de ciment sont remontées après avoir une chute considérable. Alors, cette remontée est liée essentiellement au TCSP. Mais pour le reste, c'est toujours là aussi, il faut faire attention à l'interprétation. Les exportations, plus 128,8%. Les exportations. Plus 128%. Bon, il suffit qu'il y ait deux bateaux de bananes dans un mois. Hein. Il n'y a pas que ça. Ou la Sahara, le pétrole, un truc comme ça, la Sahara. Il y a le pétrole. Et puis, comme Michel l'indique, il y a un redémarrage. Comme il n'y a pas eu d'intempéries fortes, il y a un redémarrage très fort de l'exportation banane. Le que là de notre ami Gide, c'est sur le salon de la Guy-Kilty. Et puis le bel proverbe créole de Gide, je vous le donne parce qu'il est savoureux. Bœuf d'ouvant boit de l'eau claire, tout le monde connaît ça. Mais si vous pas crapaud, pas tomber en mât. Antilla fait une bonne tribune sportive, vous devez la lire, l'analyse de fond. Et puis elle parle surtout de la 4e édition du Forum étudiant des métiers et carrières qui est organisé par le groupe Bernard Ayotte. Moi je crois qu'à la longue finalement on va l'aimer Bernard Ayotte et ça continue comme ça. Ça a été une réussite en partenariat avec l'association Contact Entreprise le 19 novembre dernier. Un succès en termes de mobilisation collective, les étudiants sont là, un tas de gens. Avec RCI aussi. Oui, avec RCI aussi. Campus Caribéen des Arts, 30 ans hein, déjà, hein, pas mal. Sous plusieurs noms, bien sûr. Oui, naturellement. C'est l'École régionale des Beaux-Arts, l'Institut régional des arts visuels d'hier, etc. Nouvelle directrice. Les avocats se sont mobilisés pour le projet de loi Macron. Ne me demandez pas mon avis, mon sentiment, je ne le donnerai pas. D'accord. C'est jugé parti. J'ai déjà trop d'ennemis partout, je ne vais pas en faire dans mon propre milieu. C'est un projet qui vise à transformer les cabinets en entreprise. C'est ton avis. Il ne faut pas oublier que ce sont des directives européennes qui sont déjà appliquées partout sauf en France. Mais oui. C'est pas raison de s'aligner sur le néolibéralisme. J'aime bien Michel parce que quand c'est bon, on s'aligne. Quand c'est pas bon, on s'aligne. Michel, arrête, Michel. Alors, plus de 37% de l'eau potable traitée, c'est notre sujet. On a fini avec la revue de presse. Voilà. Plus de 37% de l'eau potable traitée dans les usines de production est perdue dans la nature. Ouais. Ça, c'est des chiffres officiels. Mais les gens. C'est la version basse. Version basse. Ouais. Mais en réalité, c'est 50%. On est à 50%. C'est quand même un article intéressant. Mais laisse-moi dire de quoi il s'agit. Il s'agit d'un rapport annuel de l'Observatoire national des services d'eau et d'assainissement qui donne le rendement moyen du réseau de distribution d'eau potable, département par département, et puis on ne nous a pas oublié. En Martinique, il est officiellement... 85e sur 90. Vous avez oublié, vous avez remarqué. Oui, c'est vrai. Bah, non, il y avait récemment dans Libération un article sur la montagne pelée. Oui, très bon article, plein de poésie, plein de poétique qui donne envie de venir dans le pays. Mais 1 sur 1000, quoi. En Martinique, il est officiellement de 66,8%, c'est-à-dire que plus de 37% de l'eau potable, comme j'ai dit, n'arrive pas au robinet des Martiniquais. Sur 91 départements classés. Je ne sais pas pourquoi, mais Guyane vient tellement de l'eau, c'est pas la peine. Réunion et Mayotte n'y figurent pas. En tous les cas, la Martinique se trouve à la 85e place pour l'année 2011. Et pour atteindre 100%, bon, c'est ma mission quasiment impossible, c'est ce que j'ai compris. Quoi. Bon, enfin, on peut au moins limiter la casse, sans jeu de mots. Non, c'est le vieillissement. Ou la fuite en avant. C'est le vieillissement des installations et le fait que ce n'est pas entretenu par les délégataires de services publics, il faut les nommer.
la Société Martiniquaise des Eaux, la SME, la Lyonnaise des Eaux. La Grenelle de l'environnement a fixé pour la France un rendement de 85% en 2007 avec des sanctions. S'il n'y a pas d'abord un diagnostic, s'il n'y a pas ensuite des comptes rendus faits aux autorités délégantes, et puis aussi des mesures prises pour pallier ces... Il y a des hommes politiques qui cherchent des idées pour l'avenir et des idées d'investissement. Voilà. C'est colossal. Mais il faudrait défiscaliser ça. Au dernier colloque qui était organisé pour le 40e anniversaire du Comité économique et social régional, on a avancé le chiffre pour remettre à niveau le réseau d'eau, il faudrait 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Voilà. Mais voici de quoi créer de l'emploi. Voilà. Créer de l'emploi et faire des économies. Voilà. Pour le contribuable, pour le citoyen qui paie l'eau la plus chère. Et ça pourrait diminuer le coût de l'eau. Alors, les syndicats des eaux, c'est le SCCNO, ce qui veut rien dire. Bon, SCCNO, au nord. Le SCNA, Atlantique. Le CISM, au sud. Qui sont délégataires de SME, SOR, et qui sont responsables du réseau. Attention, tous ces gens-là sont aujourd'hui indépendants, mais très bientôt... Il y aura un seul organisme. Un seul organisme, vous avez vu ? Ouais. Il y a aujourd'hui un seul organisme qui gère le traitement des déchets. Ouais. Il y a bientôt un seul organisme qui va gérer le transport. Là, il y a un seul organisme. Mais moi, j'aimerais qu'on valorise ces décisions parce que vous vous rappelez de cette époque où on essayait de mettre deux entités touristiques ensemble et ça a pris 20 ans. C'est sûr. Là, ça clac, oui, mais ça va vite. Oui, mais on n'est pas là pour parler des trains qui arrivent à l'heure. Non, mais il faut positiver. Écoutez-moi. Une amélioration de 10 points de rendement permettrait d'avoir des carèmes sans coupure d'eau. Mais oui. 10 points. Au lieu de perdre 36, tu perdrais 26, tu vois. Bon. Il y a un problème derrière tout ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un problème de santé publique qui est considérable. Parce que dans le sud, je n'aime même pas, paniquer la population, mais les métaux qui conduisent mais oui, tout ça conduisent l'eau. C'est pour eux. Non seulement sont pour eux, mais on ne va pas ici paniquer tout le monde, mais les métaux dont sont constitués les tuyaux sont très néfastes à la santé. Oui. Et puis d'autre part, en matière d'assainissement, 75% des logements en Martinique ne sont pas raccordés au tout à l'égout. Donc ça va dans des fosses septiques. Et ça rejoint les tuyaux qui rejoignent l'ensemble, les ravines et qui vont dans l'eau de mer. Alors ce qu'il faut dire, c'est que si aujourd'hui, là, on appliquait les règles européennes, qui doivent être appliquées, mais la Martinique a une dérogation, les règles européennes en matière d'eau de baignade, toutes les plages, je dis bien, toutes les plages de Martinique seraient interdites à la baignade. Donc nous jacquabons en dedans. Messieurs, la France sera poursuivie pour non-respect des normes environnementales, c'est fait, le mot est sorti, de l'Union européenne. Les autorités françaises ont en effet lancé le projet du barrage de Sivens en dépit de la détérioration de l'état, on en parlait, et c'est la même chose, de l'état écologique de la masse d'eau qu'il est susceptible d'entraîner. Ça veut dire qu'une procédure, je ne sais pas à peine de citer les textes. C'est là que Michel dit système. Donc cette procédure permet de sanctionner les États qui ne mettent pas en œuvre les normes communautaires. Il ne faut pas encore que l'Europe soit là comme ça et puis qu'elle soit incitative. Voilà. Il est certain qu'en matière d'environnement, parce qu'il y a des lobbies importants, il est bon qu'il y ait une autorité supranationale. Michel, baisse de l'euro, bonne ou mauvaise nouvelle? C'est vrai. Michel, baisse de l'euro, bonne ou mauvaise nouvelle? Bonne nouvelle à court terme, parce que ça va diminuer le coût des exportations. Et tu peux vendre moins cher à l'extérieur, tu vends plus et tes ouvriers travaillent. Par contre, quand tu achètes, par exemple, ça atténue l'effet de la baisse du coût du pétrole. Oui. Ok. Bon. Et tu puis, peux acheter moins de pétrole. Et pourquoi ça baisse? Parce qu'il y a une politique de quantitative easing, ça veut dire de planche à billets, qui fait que les banques accèdent beaucoup plus à l'argent. Et le problème, c'est que cet argent, souvent, se retrouve pour spéculer sur les matières premières. Et donc, ça peut engendrer à terme des bulles spéculatives. Donc, à court terme, oui, mais attention. Parce qu'il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs que l'économie occidentale est passée d'une économie manufacturière où on fabriquait des objets pour les vendre à une économie financière. C'est-à-dire qu'on gagne de l'argent avec de l'argent.
Avec la spéculation. Et c'est un monde qui est complètement différent. J'ai lu quelque part que la Russie a de grosses difficultés économiques à cause des contraintes que lui impose l'Europe. Il avait oublié ça, Poutine avait oublié ça. Parce que là... Et la chute du prix du pétrole. Non seulement, mais pour vous donner une idée, aujourd'hui on est sous la barre des $70 le baril, et pour que la Russie puisse vivre, il faut $100 le baril, et le Venezuela, 126. Le Venezuela arrive à gagner de l'argent à partir de $126 le baril. À cause du prix de l'extraction, à cause des coûts. Oui, le coût du traitement. Or, le Venezuela tire 96% de ses revenus du pétrole. Alors, il faut quand même introduire un bémol. Les difficultés de la Russie ont quand même une incidence sur les pays de l'Europe, en particulier, notamment l'Allemagne. Beaucoup de pays de l'Europe ont comme principal, en la Russie comme un débouché important, ce qui fait que le monde des affaires, par exemple, en Europe, et particulièrement en Allemagne, est opposé aux sanctions qui sont appliquées à la Russie. Bon. Et d'autre part, il y a un accord secret qui a été révélé par le Washington Post entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour faire tomber le prix du pétrole, pour embêter à la fois la Russie et le Venezuela. Oui, c'est le cas. Et puis aussi l'Iran qui bientôt va recommencer à produire et vendre. Il y a aussi un effet boomerang, c'est que à $70 le baril, le pétrole de schiste américain n'est pas rentable. Pas rentable. Donc, alors attention. Oui. Oui, voilà, l'Arabie Saoudite, elle c'est que comme ça, elle empêche à ce pétrole de venir la concurrencer. Et les gens comprennent bien. Oui. Le baril qui était encore à $79 la semaine dernière, et donc tombé à $70. Aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il vient de $110. Oui, absolument. Je voudrais rapidement citer dites-moi si mes chiffres sont exacts. Le PIB de la Martinique est à peu près de 8 milliards d'euros. 8 milliards 4. Ok. Et là-dessus, par secteur économique, l'agriculture occupe 2,8% de ces 8 milliards. Je ne me trompe pas. 8 milliards d'euros de production, 2,8. L'industrie, 8,8%. Dans l'énergie, ça veut dire la Sahara et tout ça, 2,4%. La construction, 5,9%. La construction, malgré tout. C'est des chiffres quand même qui datent de 2009. On ne peut pas. On n'a pas aller plus récent. Oui, ça c'est encore notre débat. On a notre débat, Il faudrait qu'on fasse des séminaires d'une journée, nous. Le commerce, 10,14%. Les transports, pour le moment, 3,1%. Les services marchands, 28, qui explique ce que c'est que les services marchands? Le commerce, en gros, et puis toutes les activités comme la restauration, etc., l'hôtellerie. Non, l'hôtellerie est à part. Le coiffeur c'est du service marchand. Le réparateur informatique qui répare votre ordinateur, c'est le réparateur automobile. 28,6%. Et les services non marchands, c'est le service public, l'administration, les mairies et tout ça. 39% quand même du PIB. Et les hôtels-restaurants, c'est surprenant, seulement 2%. Ah ben oui. Parce que ça marche. Alors, il faut en tirer comme conclusion que ceux qui font le plus de bruit, c'est pas eux qui créent le plus de richesse. Vous avez vu l'agriculture, ceux qui roulent les épaules, c'est pas. Ceux qui sont bons en communication. C'est pour ça que je voulais donner ces chiffres-là. Tout à fait. On parlait des syndicats tout à l'heure. Alors, ceux qui font le plus de bruit, c'est pas forcément ceux qui pèsent le plus. Tout à fait. Et on pourrait en parler d'ailleurs, notamment dans le secteur de la santé. Tiens. Voilà. Monsieur, vous savez que François Hollande, au dîner annuel du CREFOM, a lancé une grosse exclamation que les Outre-mer ont une chance pour la France. On nous le ressort à chaque fois. Oui, mais bon, ça fait 50 ans que j'entends ça. Alors, une petite réflexion quand même sur le CREFOM. Le CREFOM veut l'égalité réelle. Explique ce que c'est que le CREFOM. Alors c'est le Conseil représentatif des Français d'Outre-mer. Bon, qui veut imiter le Conseil représentatif des Juifs en France. Bon, et il revendique l'égalité réelle. Et ce que j'ai noté, moi, dans le discours de François Hollande, il les a un peu ramassés. Il a dit, moi, c'est pas ce qui n'est pas important, c'est pas le rattrapage, c'est d'intensifier le développement économique. C'est la dynamique. Et il y a longtemps, alors que ces compatriotes qui sont en France devraient mettre le pendule à l'air, il y a longtemps qu'en Martinique, on a compris que le problème du développement de la Martinique, c'est pas simplement un problème de rattrapage. Voilà. Vous savez, un petit débat qui ne nous intéresse pas beaucoup, mais qui choque nos camarades des collectivités, c'est que leur PIB n'est pas intégré dans celui de la France. Bon, pour des raisons simples, c'est que le territoire de la République... non, la Nouvelle-Calédonie a quand même 7 milliards de PIB. Non, j'ai là le chiffre. La Nouvelle-Calédonie, 7 milliards de PIB. La Polynésie, 4 milliards. 4 milliards. Le Saint-Martin, 0,54.
Saint-Barthélemy 0,32, Saint-Pierre-et-Miquelon 0,16, Wallis-et-Futuna 0,15. Nous, on a quand même 8 milliards, quoi. Nous sommes des mapipis, mais on vient quand même après la Barbade. Oui. Il y a des à peu de choses près. À peu de choses près. À peu de choses près. Non, mais les territoires que tu as nommés, ce sont des pays, et c'est normal qu'ils soient à part. Voilà. Et ceux qui regrettent cela, c'est encore... mais ils ont des organismes qui font le calcul pour eux, hein, donc ça, c'est pas un gros problème. Donc c'est un débat tout à fait théorique et d'universitaire. De toute façon, ça ne changerait pas. Ouais. C'est comme l'intégration des chiffres du chômage dans les chiffres du chômage de la France. Bon. Oui, exactement. Ça ferait basculer les statistiques. On serait largement au-delà de 17%. Messieurs, vous savez que la France a demandé, on va terminer sur ça, a demandé des réformes Bruxelles a demandé des réformes à la France, des réformes structurelles pour obtenir un nouveau délai sur les déficits. Et faites cette lecture, j'incite les internautes à aller sur Google et de voir. Toutes les demandes correspondent, si vous voulez, à des mesures non populaires, antipopulaires qui sont mises en œuvre. Notamment le marché du travail. Mais attends, mais laisse-moi le dire, hein, puisque laisse-moi le dire. Pourquoi tu le dis? C'est toi qui l'as dit. Tu es orgueilleux. Madame, monsieur, à la semaine prochaine, je vous remercie beaucoup d'avoir été aussi attentif à nos élucubrations. À bientôt. Au revoir.